Réunion est maintenant enregistrée. Et Meeting portée par recording les has started. développeurs venant du Nord n'a pas toujours été satisfaisante. On y relève plusieurs désillusions. Ça ne signifie pas que tout a échoué. Il y a eu sans doute des projets qui ont réussi, qui ont apporté du sourire, qui ont produit un changement social, bien évidemment. Mais ici, dans notre réflexion, nous nous limitons uniquement à ceux qui n'ont pas atteint leurs objectifs, à ceux qui ont été désillusionnés. Pour certains experts et analystes du développement, ces échecs sont attribués à la résistance des bénéficiaires au changement ou à leur manque d'innovation, à leur attachement aux traditions séculaires ou sur un plan plus politique, à la mauvaise gouvernance. On cite souvent les dirigeants africains du Sud qui sont corrompus, népotistes et qui gèrent très mal les ressources de l'aide au développement. Notre texte, lui, questionne au contraire l'ethocentrisme universaliste des développeurs du Nord dans ces échecs. Pour cela, il va formuler à la fin des propositions pour décomplexer la coopération au développement entre le Nord et le Sud. À notre analyse, nous voulons partir donc de deux cas symboliques rapportés par Yao Assurba dans un article commis en 1993 sur les écarts des rationalités qui ont souvent compromis l'efficacité de l'aide au développement. Le premier cas a eu lieu en Côte d'Ivoire, dans un village appelé Saï. Les femmes de ces villages ivoiriens ont résisté à la réalisation d'un puits qui était censé rendre moins pénible leur approvisionnement en eau. Le projet hydraulique financé par un organisme de développement en partenariat avec l'État ivoirien a connu un échec dans cette localité où les femmes se trouvaient bousculées dans leur entre-soi, leur entente, leur intimité, leur complicité, avec l'exposition en plein milieu du village d'un puits qui devenait une scène trop publique et désarticulante. En effet, ce puits qui était placé au centre du village, à la vue de tous, les privait de ces précieux instants de liberté, où, loin des regards des hommes, elles pouvaient se retrouver entre elles, procéder à leur toilette et puis chanter sans contrainte, leur mari étant bien sûr les sujets favoris de ces plaisanteries. Dans cette contrée où les femmes tenaient au caractère privé de leur siècle, le projet hydraulique apparaissait alors comme une violence sociale qui empêchait l'expression d'une contre-société féminine libérée. Elles ont préféré renoncer à ce qui semblait aux yeux de certains un avantage technologique pour préserver un avantage social. En lieu et place de ce puits, elles ont plus tard accepté un autre, placé de façon plus discrète dans le village, qui assurait à la fois la satisfaction en eau et garantissait aux femmes leur espace privé favorable à leur entente sociale. La résistance manifestée contre le premier projet révèle la confrontation existant entre deux rationalités, celle des développeurs soucieux d'améliorer bien évidemment les conditions de vie des femmes et celle de la communauté villageoise soucieuse de préserver l'équilibre social et l'épanouissement de ses membres. Équilibre et épanouissement considérés selon les villageois en dehors du paradigme technologique et moderniste. Le second cas qu'évoque Atsogba concerne le Cameroun. Dans la partie sahélienne de ce pays, une communauté villageoise qui avait bénéficié d'un projet d'eau de la coopération canadienne afin de faire face à l'insalubrité hydraulique qui était responsable de la mortalité infantile, a renoncé au système d'approvisionnement proposé par les experts internationaux. En effet, un groupe d'experts en développement venu du Canada leur a proposé toutes sortes de systèmes, pompes mécaniques, Noria et Kelib. Les villageois ont succombé au début à la séduction de la modernité. Ils ont choisi une pompe motorisée, quoi de mieux. Mais ils n'ont pas tardé à faire le calcul coût-risque-bénéfice anticipé pour se rendre compte que le moteur est plus risqué économiquement, politiquement et socialement. À la fin, la communauté a préféré un système d'adduction plus simple, traditionnel, appelé Kelly, plutôt que le système d'adduction nommé le Noria, qui pourtant permet de puiser une plus grande quantité d'eau en temps relativement court. Or, c'est justement la quantité d'eau qui fait problème chez les villageois. Produire d'énormes quantités d'eau aurait attiré la convoitise des éleveurs voisins, soucieux de nourrir leurs troupeaux. Et cette présence voisine aurait impacté les pâturages locaux, si décisifs pour l'économie de la communauté. Tenu néanmoins par le devoir d'hospitalité recommandé par la tradition musulmane et devant se protéger de toute ruine, cette communauté villageoise a donc choisi, pour tirer l'eau du puits, de se servir du Kélib à la place du Nouria, afin de maîtriser sa production en eau et sauvegarder ses intérêts économiques et sociaux en accueillant les voisins en petit nombre. Ce choix surprit grandement les experts canadiens attachés à une logique essentiellement chrétienne. Dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, des projets de développement, hier et aujourd'hui, connaissent un sort similaire.
rejetées ou abandonnées ou modifiées par les bénéficiaires malgré les belles promesses de changement social faites par les experts internationaux. Sévèrement critiqué dès lors pour son inefficacité contrastant avec les grands objectifs pour le développement, les résultats mitigés des projets de développement ont alors conduit les politiques comme les experts, les penseurs, à s'intéresser à refonder le système d'aide, à proposer une éthique alternative de la solidarité internationale. Certains plus radicaux ont même proposé d'en finir avec ce système qui favoriserait, selon eux, la dépendance. Depuis plusieurs décennies, on s'étonne toujours du niveau de développement de plusieurs pays au sud, notamment en Afrique subsaharienne. Développement difficile malgré les investissements colossaux que les partenaires du Nord y ont consenti. Même si ça et là, certains projets ont redonné le sourire à des populations et amélioré des conditions de vie grâce aux opportunités qu'elles ont apportées dans certaines localités, il n'est pas faux de constater, à la suite de Laurent Delcourt, que les politiques d'aide issues du Nord n'ont pas toutes tenu leurs promesses qui pourrait justifier cette désillusion. Dans la perspective d'une anthropologie imaginaire, notre réflexion aujourd'hui s'intéresse à la responsabilité des représentations et théories des développeurs du Nord dans cette triste sort de nombreux projets qu'a connu la coopération Nord-Sud. L'idéologie développementaliste du Nord a rencontré au Sud un monde aux référents culturels parfois originaux dont n'ont pas toujours su tenir compte les bienfaiteurs venus d'ailleurs. Notre texte, essentiellement théorique comme on l'a évoqué, s'appuyant sur la littérature socio-anthropologique du développement, propose une approche critique de ce développementalisme occidental. Notre réflexion se fera en trois moments. Nous commencerons par relever dans un premier temps l'ambiguïté du paradigme moderniste sur lequel s'est appuyée la coopération au développement dès les origines et qui module d'ailleurs le concept même de développement. Le deuxième moment de notre réflexion questionnera l'aide au développement en suivant la perspective post-développementaliste. Il s'agira essentiellement d'une problématisation de la culture qui révèle la malveillance de l'ethnocentrisme universaliste des coopérants. Le troisième moment sera des pistes pour une coopération nord-sud décomplexée et mutuellement enrichissante. Ambiguïté du paradigme moderniste. La mise en question des fondements de la coopération au développement à l'aune des limites que pose le concept même de développement s'adosse sur une critique du paradigme de la modernité que nous analysons ici à partir de la théorie évolutionniste et celle de l'accomplissement qui module l'imaginaire développementaliste. La coopération au développement appartient au champ plus large de l'aide au développement, système apparu comme un des paradigmes majeurs des relations Nord-Sud depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit d'un ensemble de financements apportés par les acteurs publics des pays les plus favorisés dans le but d'améliorer les conditions de vie des pays défavorisés. Cette aide est multiforme et constitue un système par lequel les pays riches apportent à ceux du Sud un soutien destiné à promouvoir le changement social. Le lien consubstantiel entre aide et développement se trouve dans les origines même des politiques de développement, à savoir le fameux point 4 du discours d'investiture du président américain Harry Truman, qui était président démocrate de 1945 à 1953, et qui avait prononcé le 20 janvier 1949. La pratique d'une aide économique d'un État à l'autre n'a rien alors d'un phénomène nouveau. L'innovation étant l'affirmation que les inégalités économiques entre peuples peuvent compromettre gravement la paix et que les États les plus riches doivent contribuer, y compris donc dans leurs propres intérêts, au développement économique des peuples supposés ou se disant les plus démunis. C'est dans ce contexte historique et politique que le vocabulaire sera déterminant. Un vocabulaire du développement qui mobilise les termes sous-développement, pays arriérés, pays attardés, sans que cela ne choque vraiment personne. Ce même vocabulaire justifie le devoir pour les pays riches de venir en aide aux défavorisés afin d'assurer la paix dans le monde et de préserver ce monde des effets du communisme. Les politiques de développement qui voient alors le jour se consomment dans l'intérêt soi-disant des pays du Sud, mais aussi des pays capitalistes. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles la pensée sur le développement en Occident a été influencée dès le début par la théorie moderniste. Le préjugé étant que les peuples encore arriérés puissent connaître une avancée. Dès le départ, le développement est donc pensé comme une modernisation des sociétés du Sud. Des théoriciens posent d'ailleurs le problème du développement en termes d'avancement vers l'âge moderne. C'est en suivant, disent-ils, la voie auparavant suivie par les pays capitalistes que les pays du Sud pourront parvenir au développement.
Pour cette école de la modernisation, le sous-développement est lié aux structures sociales, aux catégories mentales des sociétés traditionnelles, d'où l'urgence et la nécessité d'une modernisation des structures politiques, modes de production. La croissance par industrialisation est présentée comme meilleur moyen pour opérer cet avancement. Le problème qui se pose avec cette approche moderniste du développement est qu'elle a un regard évolutionniste de l'histoire et des sociétés. L'évolutionnisme défend l'idée qu'un événement à l'état moderne exige le passage par des étapes de croissance. Les techniques de production permettraient à une société de passer de la sauvagerie à la civilisation. À la base de cette théorie, l'idée que les pays pauvres accusent un retard historique sur les pays riches, d'où la nécessité d'un rattrapage. Cette théorie a été vivement contestée dès les années 60 par les tenants de l'école de la dépendance. Ils remettent en cause l'influence de pouvoir contenu dans les politiques de développement à caractère néocolonialiste et hégémonique. Cette école conteste aussi que la pauvreté soit naturelle, c'est-à-dire liée aux structures sociales des peuples du Sud, mais au contraire le produit d'une boucle historique, le résultat d'un rapport de force entre les peuples, particulièrement d'une rencontre violente entre le Nord et le Sud. Le sous-développement des pays du Sud serait davantage la conséquence de processus politiques mis en place par les pays du Nord et débouchant plus dramatiquement dans une dépendance économique du Sud. Voilà ce que défend l'école de la dépendance. Derrière cette critique, c'est aussi l'efficacité du capitalisme à l'aune des conséquences qu'il produit sur les sociétés qui est faite. Au vu des liens entre évolutionnisme, colonisation et aide, Augusto Morel dénonçait ainsi dans le système d'aide la continuité d'une logique d'asservissement du Sud, quand Paul Mérotte, lui, mettait en garde contre la ruse et l'inefficacité des théories dites de sortie du sous-développement. Celles-ci sont, selon lui, plus créatrices de pauvreté que de développement. Ivan Illich accuse à son tour les politiques internationales de créer une logique de paupérisation du Sud, ce qui a conduit Samir Amin à penser qu'il est illusoire de penser que le Sud rattraperait un jour le Nord. Considérant les effets néfastes du modèle économique néolibéral sur les faibles économies du Sud, il alerte contre le risque que le capitalisme a de produire plus d'inégalités qu'il n'en résout. D'ailleurs, ce modèle a montré ses limites plus d'une fois. En Amérique latine, Georges Boulard n'a pas tort lorsqu'il présente aussi le sous-développement comme un phénomène provoqué, car pour lui, la condition socio-économique du Sud n'est que la conséquence tragique d'un rapport de domination dont le capitalisme néolibéral est l'arme fatale et dont la vocation est très curieusement mondiale. Le regret du sociologue Jean-Marc Ella va également dans ce sens quand il constatait qu'en Afrique, par exemple, le système capitaliste est une contradiction, si tant est qu'en projetant de faire la croissance des sociétés, il engendrerait plutôt plus de pauvreté et développerait le sous-développement. Par ailleurs, il faut relever le fait que le concept de développement est lié à celui de progrès, lui-même lié à une conception linéaire de l'histoire. L'histoire est vue de façon progressiste par les modernistes. Et comme le constate Robert Deslièges, il y a un problème dans cette vision progressiste de l'histoire à cause du jugement de valeur qui la traverse. En effet, sur cette ligne historique linéaire, certains seraient en avance par rapport à d'autres. Pourtant, il y a bien regardé, chaque peuple a son histoire et envisage la temporalité à sa manière. Appréhender donc le développement comme progrès d'un point A à un point B sur un espace vectoriel est non seulement tributaire d'une perception linéaire du temps qui vient, remarquons-le, de la tradition judéo-chrétienne ayant dominé la conception occidentale de l'histoire, mais en plus, c'est méconnaître la pluralité de conceptions du temps qui existe. La vision occidentale de l'histoire est relative et la question qui se pose en ce moment est épistémologique car l'enjeu dans ce développement linéaire est la possibilité pour des sociétés différentes d'envisager la temporalité de manière non linéaire. La raison en est que l'idée d'un progrès d'une linéarité temporelle est très située et ne peut être considérée comme universelle, ce qui met en difficulté une conception du développement pensée comme fin, achèvement ou réalisation définitive et plénière d'un modèle, d'une attente d'une société. La croyance en un déplacement d'un pôle négatif vers un pôle positif serait donc problématique, mais le dogme de la croissance serait ainsi sujet à caution. Gilbert Rist a ainsi eu le mérite de montrer dès lors que le développement tel que pensé avec ce paradigme défendu et pratiqué par l'Occident faisait plus référence à une métaphore organiciste qui veut assigner à l'histoire des sociétés une direction unique, une finalité commune. Ce développement s'inspire de l'image du vivant, c'est-à-dire de la croissance organique, pour l'appliquer à des institutions sociales et à l'histoire, ce qui, d'après Ritz, fait finalement basculer le développement dans le domaine du mythe. C'est une vision finaliste de l'histoire qui, par un certain idéalisme,
prétend que le monde entier doit tendre vers un état parfait qui accomplirait l'essence authentique du développement. Elle pourrait donner l'impression que certains sont investis d'un devoir historique de conduire vertueusement les autres vers et jusqu'à la bonne destination. Elle ferait croire que certaines sociétés sont idéales et justifier dès lors un devoir de rattrapage qui, dans l'histoire, a justement été fixé comme voie de développement au pays du Sud. Dans cette posture moderniste, un soubassement ethnocentriste, c'est-à-dire un complexe occidentaliste qui habite l'aide au développement et a souvent été préjudiciable au rapport Nord-Sud. Le second moment de notre réflexion qui va suivre à décrire ce complexe. Le procès de l'ethnocentrisme universaliste. La critique de l'aide au développement à partir de la réserve formulée par le courant post-développementaliste vise principalement l'ethnocentrisme des développeurs occidentaux et son postulat universaliste. Cet ethnocentrisme se nourrit d'un complexe qui fait croire aux développeurs du Nord que l'Occident est le modèle assumer du développement. Il y a d'abord le complexe du paternalisme et de l'occidentalisation. Faisant allusion au concept de développement qui structure l'action de plusieurs ONG intervenant dans la coopération et le développement entre le Nord et le Sud, Thierry Vernet fait remarquer que celle-ci, dès le départ, reste tributaire de l'idée qui considère que les pays du Sud ont à se moderniser pour se retrouver au même niveau que ceux du Nord, et ainsi rattraper le retard qu'il aurait accusé à l'égard de l'Occident. Un Sud développé signifie pour les développeurs un monde disposant de structures identiques à celles du Nord. Les références à copier étant les industries, les institutions financières et économiques, les structures et organes politiques, les institutions, les infrastructures du gouvernement, les cadres de régulation, les outils de contrôle financier similaires à ceux dont disposent les pays du Nord, etc. Dans l'idéologie du développement, semble alors se trouver une tentative d'occidentalisation du monde, c'est-à-dire d'imposition d'un modèle unique à tous les pays, celui de l'Occident. Aux yeux de certains, la rhétorique humaniste du développement n'est alors qu'une ruse idéologique qui non seulement prolonge l'impérialisme occidental, mais qui non seulement essaie de reproduire l'Occident dans le vécu des autres peuples, mais aussi qui prolonge l'impérialisme occidental. L'Occident serait en fait l'exemple à suivre, l'idéal à atteindre, parce qu'il représenterait mieux qu'une autre civilisation le monde tel qu'il devrait être. Ce complexe a été très souvent reproché à l'Occident. François Partant, par exemple, a remis en cause cette vision paradigmatique de l'Occident. Pour lui, cette prétention, qui est celle des pays riches en général. Armand, oui, il vous reste 5 minutes. D'accord, ok. Je vais essayer d'aller vers la fin. Donc, je disais que ce complexe a souvent été très reproché à l'Occident en général, et plus particulièrement aux développeurs qui viennent du Nord, et qui mettent en question cette vision paradigmatique de l'Occident. Une forte critique vient par exemple du courant post-développementaliste avec certaines grandes figures dont je vais évoquer ici une seule, Mike Singleton, un anthropologue globaliste, qui travaille sur la question de la culture et de son rôle déterminant en fait dans l'histoire du développement de chaque peuple. Il parle du tout culturel pour lui, il pense que tout est culturel et que dans cette perspective, il y aurait intérêt à considérer ou à valoriser essentiellement dans ce rapport entre le Nord et le Sud les identités, les spécificités, les cultures en fait des peuples avec lesquels on coopère. Il faut donc tenir en compte, en fait, leurs ontologies, c'est-à-dire leur façon de voir le monde, leur façon de penser l'homme, leur anthropologie, bien évidemment, leur façon de penser même l'économie et de penser la notion même de développement. Parce qu'on entend par développement en Belgique ou en France, pas forcément la même chose qu'on met dans le concept de développement si on se retrouve peut-être en Asie ou en Amérique latine ou dans un pays en Afrique. Dans ce courant post-développementaliste, donc il y a une tentative de mettre en avant, de valoriser plutôt la légitimité et une vision locale sur le développement. Je vais terminer par le troisième slide alors, l'avant-dernier plutôt, sur ce que cette littérature propose pour sortir de cette coopération portée par un complexe ethnocentriste. La première chose, en fait, que la littérature propose, c'est de dépasser d'abord le culturalisme, c'est-à-dire à la fois celui des développeurs qui viennent du Nord avec leur ethnocentrisme, c'est-à-dire leur culture comme étant le modèle de référence,
mais aussi de dépasser le culturalisme dans lequel semble s'enfermer le post-développementalisme, pour qui tout est culturel. Il pourrait y avoir bien évidemment une coopération entre les peuples. Il n'est pas forcément dit que la culture du Nord est malveillante et que c'est celle du Sud qui est bienveillante. Non. L'intérêt est d'être dans une coopération interculturelle. Prendre ce qui est de positif chez l'un et ce qui est de positif chez l'autre et créer en fait une rencontre, une coopération inédite. La deuxième piste proposée par la littérature socio-anthropologique, c'est de prendre en compte que l'histoire du développement et de la coopération au développement, en fait, mobilise plusieurs déterminants. Donc, il n'y a pas que la culture, il n'y a pas que l'argent à tenir en compte. Il y a beaucoup d'autres éléments dont il faudrait tenir compte. Il y a l'histoire, il y a les situations, il y a les ruses, il y a les pratiques des acteurs, la diversité même, en fait, des acteurs, des pressions internationales, des contextes sociopolitiques parfois mouvants. Tout cela à prendre en compte si on veut bien analyser, en fait, la coopération au développement, pas l'enfermer seulement dans une critique d'une culture par rapport à une autre ou d'un monde par rapport à un autre, en l'occurrence du Nord par rapport au Sud. Je finis par le troisième élément que propose la littérature, c'est un relativisme diplomatique. On se fonde sur les écrits particulièrement d'un anthropologue, Bruno Latour, et philosophe aussi, qui propose en fait qu'aujourd'hui l'Occident puisse prendre conscience qu'il est relatif. Relatif ne signifie pas qu'il soit moins important, mais qu'il existe d'autres peuples. Et que en cela, la relation ne doit plus être une relation de domination, d'exposition, d'expansionnisme ou d'hégémonisme, mais une relation de dialogue, de négociation. Parce que les autres ont un mot à dire toujours dans la coopération. Ils proposent en fait une coopération diplomatique. Voilà, j'ai résumé l'essentiel des points au regard du temps et je voudrais conclure simplement en disant que nous menons une anthropologie que nous assumons comme étant une anthropologie engagée. Pour moi, l'anthropologie ne consiste pas à décrire le fait social, à décrire les sociétés humaines, les comportements, les pratiques, mais l'anthropologie peut parfois aussi se standardiser parce que anthropologie signifie homme et celui qui est anthropologue est humain. Il peut être traversé par des sentiments, par des émotions, par des jugements aussi, quelquefois ça peut arriver. Moi, je les assume et c'est dans cet engagement que j'ai fait la critique que je viens de vous proposer. Je vous remercie pour votre attention. Le temps n'a pas permis de s'étendre au maximum, mais j'espère que vous aurez compris l'essentiel de mon propos. Je resterai ouvert à vos remarques et à vos réflexions dans la suite. Merci Armand. Oui, je pense qu'on aura l'occasion de continuer la conversation avec les questions. Nous allons maintenant passer à la présentation de Vincent Harpoulet. Bonjour, merci pour l'invitation et merci d'être là. Alors du coup, l'objectif de la présentation, c'est de revenir un petit peu sur les débats qui ont traversé la gauche équatorienne autour de la question du développement au cours de la présidence de Rafael Correa, donc, qui est arrivé au pouvoir, qui a été élu en octobre 2006 à la suite de décennies de politique d'inspiration néolibérale en Équateur et qui est arrivé au pouvoir avec un projet de transformation importante du modèle économique équatorien. Donc pour ce faire, je vais revenir un petit peu sur un terrain de recherche que j'ai réalisé en Équateur justement pour étudier les modalités de gestion des ressources pétrolières en Équateur. Alors pourquoi les ressources pétrolières? Parce que, comme le stipule par exemple une réforme de la loi des hydrocarbures qui avait été adoptée par Correa en 2010, les hydrocarbures constituent la première source de revenus économiques pour l'État équatorien. En fait, l'analyse des modalités de gestion des ressources pétrolières au cours de sa présidence permet de comprendre la manière dont la question du développement économique avait été appréhendée par ce gouvernement. Et de ce point de vue-là, on peut observer déjà que dans le programme économique qui avait été porté par le mouvement Alianza País, qui soutenait justement sa candidature en 2006, l'un des principaux objectifs de ce mouvement, ça consiste à
je cite, optimiser l'extraction pétrolière sans occasionner davantage de dommages environnementaux et sociaux. Donc, cette citation est intéressante parce qu'elle traduit le fait que, aux yeux du mouvement de Rafael Correa, le renforcement de la régulation du secteur pétrolier par l'État est à la fois perçu comme une condition d'une gestion plus optimale des revenus issus de l'extraction pétrolière, mais aussi d'une limitation, d'un encadrement et d'une limitation des conséquences environnementales de ces activités et des conséquences sociales sur les populations qui résident au sein des territoires exploités. Donc, ce qui est intéressant, c'est que voilà, en fait, l'étatisation du coup est perçue comme l'instrument principal de la réorientation de la politique économique et pétrolière équatorienne, et ça s'explique par le fait que, alors je me suis appuyé aussi sur pas mal d'écrits en fait d'acteurs politiques qui ont été directement impliqués dans ce processus d'institutionnalisation d'un mouvement antinéolibéral en Équateur, et notamment un livre qui avait été écrit par Rafael Correa lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre-là, il explique que le principal problème à ses yeux, en fait, n'est pas l'extractivisme en lui-même, n'est pas l'extraction des ressources pétrolières en elle-même, mais le fait que la majorité des revenus issus de ces activités ne reviennent pas à l'État, mais au secteur privé. Donc sa priorité lors de son arrivée au pouvoir est d'impulser une régulation significative du secteur pétrolier en vue de réorienter ses revenus vers l'État et de les réinvestir par la suite dans des programmes de redistribution sociale visant à réduire les inégalités économiques et sociales assez importantes qui ont résulté des politiques d'inspiration néolibérale qui ont été appliquées depuis le début des années 80. Mais cependant, on peut observer en fait rapidement que des tensions apparaissent au sein même de la majorité, du gouvernement de Rafael Correa, entre donc ce courant majoritaire au sein du gouvernement qui est qualifié d'éco-marxiste. Enfin, là, je reprends un terme qui est utilisé par le politologue Mathieu Lecoing et la sociologue Tamia Vercouter. Donc entre ce courant-là et les courants qualifiés d'écologistes et culturalistes, qui eux ne donnent pas la priorité à une rupture avec l'organisation néolibérale du secteur pétrolier, mais plutôt à une sortie plus rapide et radicale de la logique d'exploitation de ces ressources. Et cette fracture apparaît dès 2008, en fait, donc à peine moins de 2 ans après l'arrivée au pouvoir de Correa. Donc du coup, j'ai cherché à voir, en fait, à analyser dans quelle mesure les conceptions sur lesquelles ont reposé cette tentative d'institutionnalisation d'un mouvement antinéolibéral entre 2007 et 2017 en Équateur, entre-elles en contradiction avec la conception du développement qui est portée par une partie des acteurs qui avaient pourtant joué un rôle central dans l'accession de ce mouvement au pouvoir. Alors, en vue de bien comprendre la teneur de ces divergences idéologiques au sein de la gauche équatorienne, donc j'ai confronté les écrits de Correa avec ceux d'un certain nombre d'autres acteurs qui ont participé à la mise en place de ce processus, et en particulier Alberto Acosta, qui a été ministre de l'énergie et des mines au début de la présidence de Correa, et qui est plutôt une des figures en fait du courant écologiste, donc qui a pris très rapidement ses distances avec le gouvernement coréiste, qu'il quitte très rapidement. Et de ce point de vue, en fait, il apparaît intéressant de se pencher sur cette fracture idéologique entre ces deux acteurs en particulier, dans la mesure où elle repose sur la définition même de l'extractivisme, en fait. Parce que là où Correa estime qu'il faut en priorité remettre en cause la logique de privatisation des activités extractives, Acosta, lui, considère que l'extractivisme est par essence guidé par des logiques d'accumulation, donc est par essence capitaliste, dans la mesure où le développement de l'exploitation des ressources naturelles est partout corrélé à une dynamique d'accumulation des ressources économiques et des revenus issus de ces activités entre les mains d'un nombre restreint d'individus qui détiennent les entreprises qui exploitent les ressources naturelles. Donc il y a vraiment cette dénonciation du processus d'accumulation capitaliste. Alors on peut le retrouver chez ces deux acteurs, en fait, donc on peut considérer que Correa comme Acosta reprennent en partie des grilles d'analyse marxistes, puisqu'ils estiment tous les deux que la concentration des moyens de production et du capital entre les mains d'un petit nombre d'individus est la principale cause des inégalités et de la pauvreté. Mais par contre, à la différence de Correa, Acosta, lui, met plus l'accent sur la dimension internationale en fait, de ce phénomène, considérant que l'exploitation des ressources naturelles se fait partout suivant le même modèle d'accumulation et contribue à renforcer le système capitaliste international en assignant en fait, chaque pays à une place précise dans la hiérarchie internationale en fonction de l'activité économique dans laquelle il se spécialise. Et donc, de ce point de vue-là, la conception économique qui est portée par Acosta constitue une critique de l'avantage comparatif
théorisée par l'économiste libéral Ricardo, qui affirme voilà, que chaque pays doit se spécialiser dans la production dans laquelle il est le plus performant afin de maximiser ses profits et de trouver sa place dans le système économique international. Donc cette théorie en fait conduit les pays riches en hydrocarbures à développer le plus possible les activités extractives afin d'exporter ces ressources vers les pays industrialisés qui, eux, sont spécialisés dans des produits manufacturés. Donc en fait, c'est précisément cette relation de domination entre les pays qualifiés développés et les pays producteurs de matières premières que dénonce Acosta. Et donc, lui se déclare favorable à une rupture radicale avec l'extractivisme, là où Correa critique plus la logique de libéralisation voilà, de ces activités, plus cette logique-là que leur prédominance dans la structure productive équatorienne. Donc voilà, en résumé, en fait, là où Correa et ses partisans veulent rompre en priorité avec les logiques de libéralisation du secteur pétrolier, parce qu'ils estiment que ces logiques de libéralisation sont un peu le corollaire du capitalisme, Acosta, lui, défend plus une vision internationaliste en fait, de rupture avec le capitalisme qui doit passer par une sortie plus rapide des activités extractives, en résumé. Et alors, je me suis concentré un peu sur les divergences entre ces deux acteurs, mais parce qu'elles sont plus largement représentatives en fait, des différences idéologiques entre deux courants qui sont porteurs au sein du gouvernement de Correa de deux conceptions radicalement différentes de la politique pétrolière et même du développement. C'est les courants post-extractivistes d'une part et néo-développementalistes d'autre part. Alors, en gros, le courant post-extractiviste est favorable à des investissements massifs en fait, dans des activités économiques qui permettraient de se détacher de la dépendance aux activités extractives, alors que les néo-développementalistes sont plutôt favorables cherchent en priorité en fait, à assurer l'équité sociale par le biais d'un réinvestissement des revenus pétroliers dans des programmes de redistribution sociale ainsi que dans le développement d'activités industrielles qui sont jugées stratégiques en vue de créer massivement des emplois et de réduire la pauvreté. Donc, on voit que ces deux courants-là ne partagent pas forcément les mêmes priorités. Par contre, ils poursuivent tous les deux le même objectif de diversification de la structure productive. Et c'est intéressant de le souligner parce que cet objectif-là est établi comme une priorité du plan national pour le Buen Vivir, qui est adopté en 2009 en vue de planifier les différentes étapes de la réorientation économique souhaitée par Correa. Et donc, en ce sens, on peut considérer que ce plan qui, justement, en fait, qui est un peu le principal outil de planification de la réorientation économique voulu par ces acteurs-là, recherche une sorte de synthèse entre deux courants qui sont porteurs de deux conceptions bien distinctes du développement. Et donc, cette synthèse se retrouve un peu dans l'objectif, la priorité donnée à l'objectif de diversification de la structure productive. Voilà. Et donc, en ce sens, en fait, ce plan repose en partie sur une conception structuraliste de l'économie qui a inspiré des idées qui sont portées par la Commission économique pour l'Amérique latine au cours des années 70-80 et qui est reprise par ce gouvernement-là parce que justement ce plan préconise d'investir massivement dans des technologies qui pourraient permettre le développement d'activités industrielles suivant le schéma de l'industrialisation par substitution des importations. Et ça, c'est une conception qui était portée justement par la CEPAL, dans la Commission économique pour l'Amérique latine. Et donc, dans cette perspective, il s'agit de développer l'industrie nationale par le biais de la production de biens qui étaient auparavant importés. Et donc, on peut considérer, du coup, au vu de ces éléments, que les modalités de rupture avec l'organisation néolibérale de la politique économique équatorienne reposent donc à la fois sur des conceptions néo-développementalistes, comme on l'a vu, et post-extractivistes, mais aussi développementalistes. Alors, je vais préciser pourquoi je fais cette distinction, parce que je m'appuie notamment sur un article qui a été écrit par trois économistes brésiliens, Jorge Flexor, Robson Dias da Silva et Jennifer Pinto, dans lequel ils distinguent justement le néo-développementalisme du développementalisme. Donc en fait, ils expliquent que le néo-développementalisme se développe au sein de plusieurs pays latino-américains au début du XXIe siècle, en réaction aux conséquences des politiques néolibérales, en s'inspirant des conceptions qui étaient portées justement par les gouvernements plus développementalistes au cours des années 70. Donc déjà, le point commun entre les deux, c'est que ces deux courants, aux yeux de ces deux courants, en fait, l'État représente le principal instrument de développement économique, et donc ces deux courants partagent l'objectif d'impulser une importante participation de l'État dans la gestion et la régulation du marché économique et donc du secteur pétrolier.
En revanche, aux yeux des développementalistes, l'État doit investir massivement dans le développement d'activités industrielles, comme on l'a vu, par substitution des importations. Alors que les néo-développementalistes s'inspirent de ces conceptions, mais ils considèrent que la priorité de l'État doit être d'assurer une gestion plus efficace du marché économique en vue d'impulser le développement d'activités industrielles stratégiques qui seraient orientées vers l'exportation. Alors ça s'explique par le fait que le néo-développementaliste apparaît notamment au Brésil sous le gouvernement de Lula, et donc dans un pays dans lequel l'industrie est déjà plus consolidée qu'en Équateur, d'où le fait déjà de cibler en fait les objectifs de cette industrialisation. Mais si on applique ces conceptions au plan national pour le buen vivir, on peut observer qu'il y a à la fois en fait un objectif à la fois une conception développementaliste, mais aussi une volonté d'industrialisation qui est déjà plus orientée vers la volonté alors je cite, mais de développer l'exportation de bioconnaissances et de services touristiques. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on peut constater que l'objectif de ce plan est double dans la mesure où il cherche à la fois à diversifier la structure productive interne en vue de sortir de la dépendance à l'extraction de ressources telles que le pétrole, tout en investissement ensuite dans des activités tertiaires. Et donc là, c'est intéressant de noter ça parce que du coup, les cycles l'objectif affiché par ce plan correspond en fait au cycle de développement économique des pays qualifiés de développés. Donc là, on voit qu'il y a une forme d'évolutionnisme justement dont parlait Armand, mais qui est porté en fait par les acteurs, les acteurs eux-mêmes du gouvernement de la Révolution citoyenne qui s'est mis en place suite à l'élection de Correa. Et donc, on peut constater en fait que ce plan national traduit le poids des conceptions relatives au développement qui se diffusent à l'échelle internationale sur la gestion du secteur pétrolier en Équateur. Et donc, cette volonté simultanée d'industrialisation et de tertiarisation en fait, pèse de manière significative sur la politique pétrolière équatorienne, puisque l'étatisation des ressources pétrolières est directement mise au service de cette diversification de la structure productive. Puisque, suivant cette conception, le maintien de l'extraction pétrolière est perçu comme une nécessité afin d'accumuler suffisamment de ressources susceptibles de permettre une transition vers un modèle économique qui serait à la fois donc post-néolibéral et post-extractiviste, puisque ces deux objectifs, que ce plan cherche à concilier un peu ces deux objectifs. Alors, de ce point de vue-là, le aux yeux de Mathieu Lecoing, je m'appuie un peu sur la définition qu'il donne du post-extractivisme, mais pour lui, ce terme ne fait pas référence à une société qui n'exploite plus les hydrocarbures, mais plutôt à une société dont le budget et l'alimentation en énergie ne sont plus dépendants de ses ressources, et donc qui ne dépend plus de l'extraction à grande échelle de ces ressources. Alors, de ce point de vue, on peut constater que la part du secteur pétrolier dans l'alimentation en énergie diminue de quasiment 10% entre 2007 et 2017. Donc, il y a une diversification de la matrice énergétique et la part du secteur pétrolier dans le PIB chute aussi au cours de la même période. Par contre, dans le même temps, la production pétrolière augmente, c'est-à-dire le nombre de barils produits augmente au cours de la même période. Donc il y a une diminution de la part du secteur pétrolier dans la structure productive, mais par contre, il n'y a pas du tout de diminution de l'extraction des ressources pétrolières. Et donc pour comprendre un peu ce maintien et cette consolidation de la politique, de l'extraction pétrolière, malgré cet objectif de diversification, je me suis penché sur plusieurs contraintes structurelles, en fait, contraintes économiques structurelles qui peuvent permettre de comprendre vraiment les marges de manœuvre dont disposent ces acteurs-là pour réorienter leur politique économique. Alors de ce point de vue, alors je vais aller vite, mais oui, alors juste rapidement, en fait, suite à son arrivée au pouvoir, le gouvernement de Rafael Correa a cherché à dénoncer tout un ensemble de dettes en fait qui avaient été contractées par les différents gouvernements entre les années 70 et le début des années 2000, auprès d'organismes internationaux tels que le FMI ou la Banque mondiale. Et en fait, le gouvernement dénonçait ces dettes justement parce que la dénonciation du modèle néolibéral impliquait de dénoncer les conditions en fait, qui avaient été imposées en contrepartie de ces dettes, puisque elles avaient été
octroyées en contrepartie de la mise en place de politiques de réduction des dépenses publiques. En tout cas, ce gouvernement a dénoncé toute une partie de ces dettes-là. Mais par contre, il s'est retrouvé en difficulté en raison du fait que en fait, l'économie équatorienne est dollarisée. Et ça, c'est un élément important puisque en fait, l'État équatorien n'a pas du tout la main sur la monnaie qui circule sur son territoire puisqu'elle est directement... les liquidités en circulation sur son territoire sont directement créées par la Banque centrale des États-Unis et donc l'État équatorien doit toujours maintenir un nombre de liquidités en circulation sur son territoire. Et le fait de dénoncer ces dettes-là fait qu'il a suscité une certaine hostilité auprès d'un certain nombre d'organismes internationaux qui auraient pu lui fournir ce type de liquidités et de pas mal d'États proches des États-Unis à l'échelle internationale. Et donc, à ce moment-là, il a quand même eu besoin de liquidités internationales et donc il s'est tourné vers la Chine qui était perçue comme une alternative à cette influence des États-Unis. Donc la Chine a mis en place tout un ensemble de prêts pour financer une partie du budget équatorien. Et ce qui est intéressant, c'est que la Chine a aussi financé en fait toute une partie des technologies qui étaient perçues comme nécessaires en vue de diversifier la structure économique équatorienne. Par exemple, la Banque d'exportation et d'importation de Chine a financé 85% d'un barrage hydroélectrique, par exemple, érigé dans la province Napo. Et donc en contrepartie, l'État équatorien rembourse une partie de ses prêts en fait, non pas en flux financiers, mais en ressources pétrolières, parce que le pétrole est vraiment utilisé dans ce cadre-là comme une garantie en fait permettant de rembourser ces prêts-là. Donc c'est ainsi qu'on on peut voir que paradoxalement, au vu de ces contraintes structurelles, la réorientation du modèle de développement équatorien a reposé paradoxalement sur un renforcement des activités pétrolières, dans la mesure où ces ressources étaient nécessaires pour assumer en fait cette réorientation diplomatique au profit de la Chine, en résumé. Mais face à ça, en fait, le gouvernement équatorien a cherché en fait à investir un certain nombre de revenus issus des activités pétrolières dans des infrastructures perçues comme des compensations à l'exploitation de ces ressources, notamment au sein de l'Amazonie équatorienne. Et alors là, je m'appuie sur des témoignages qui ont été rapportés par Esperanza Martinez, qui était fondatrice de l'organisation écologiste Action Ecológica, qui a publié un rapport en fait rédigé sur la base d'informations collectées auprès de communautés indigènes résidant au sein du territoire de Pañacocha, dans l'Amazonie équatorienne. Et je vais aller vite, mais au sein de ces territoires, le gouvernement équatorien a notamment construit ce qu'ils ont appelé la communauté du millénaire, qui était un centre urbain composé d'une école, de centres de santé, d'un certain nombre d'infrastructures qui étaient perçues par le gouvernement justement de Rafael Correa comme des conditions d'un élargissement en fait, de l'accès aux services publics à l'ensemble de la population. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on se penche un peu sur les témoignages des habitants sur place, ils sont très sceptiques vis-à-vis de ces infrastructures parce qu'ils perçoivent notamment la construction de ces écoles du millénaire comme une volonté en fait, de les assimiler à un modèle de développement en fait, qui ne correspond pas à leur conception. Et de leur imposer en fait une certaine conception du développement par ce biais-là. Par exemple, il y a un témoignage d'une personne qui dit nous ne savons pas si l'éducation interculturelle bilingue disparaîtra car toutes les écoles sont remplacées par cette école et collège du millénaire. Donc voilà, ces témoignages sont intéressants puisqu'ils ils montrent en fait comment les débats relatifs à l'extraction pétrolière sous-tendent une tension entre deux conceptions bien distinctes de l'État. Entre d'une part la conception d'un État fort et centralisé qui est perçu par les choristes comme le contre-pied de l'organisation néolibérale de l'économie et un certain nombre de communautés indigènes et d'organisations représentatives des populations qui vivent dans les territoires exploités qui sont plutôt favorables à la mise en place d'un État plurinational qui reconnaîtrait en fait et veillerait à la préservation de leurs traditions et de leur savoir. Et alors juste rapidement, j'arrête, mais du coup ces tensions relatives à la nature des compensations à l'extraction pétrolière sous-tendent un conflit entre deux conceptions bien distinctes de la notion de buen vivir, qui est justement une notion
C'est une notion indigène en fait qui conteste en fait la notion même de développement à laquelle doit se substituer aux yeux dans cette conception la nécessité de privilégier la notion de faire sur avoir et sur posséder et de repenser la relation entre l'homme et la nature qui ne doit pas être perçue comme une source de prédation. Dans cette perspective, les activités humaines doivent s'adapter à l'environnement dans la mesure où l'homme est perçu en fait comme une partie de la nature qui l'entoure, sans aucun privilège supplémentaire qui l'autoriserait à l'exploiter pour en tirer profit. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette notion de Buen Vivir est intégrée dans la constitution qui est adoptée par le gouvernement de Corée en 2008, mais elle revêt un sens totalement différent. Puisqu'en fait, on peut voir que cette constitution affirme la nécessité en fait de conserver la nature et de maintenir un environnement sain et soutenable, mais en même temps, elle affirme aussi qu'il faut promouvoir le développement durable et la redistribution équitable des ressources et richesses pour accéder au Buen Vivir. Donc dans cette conception-là, le Buen Vivir est plus perçu en fait comme une amélioration des conditions de vie de la population au sens large, donc c'est-à-dire le fait de développer les droits économiques, sociaux et culturels, mais sans remettre en cause en fait cette relation de domination entre l'homme et la nature. Donc on est sur deux conceptions complètement distinctes du Buen Vivir. Et donc on peut constater que de même que le plan national pour le Buen Vivir, la constitution qui est adoptée en 2008 cherche à concilier deux conceptions qui semblent diamétralement opposées et qui finalement cette contradiction finit par se résoudre dans une politique clairement néo-développementaliste. Parfait, merci. Merci. Désolé si j'étais un peu long. Non, pas de souci. Merci. Alors, on va terminer, du coup, on va changer de continent et terminer avec la présentation de Claire Lefort-Rio sur le cas du Cameroun. Pas de problème. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisatrices et organisateurs de m'avoir de m'accueillir aujourd'hui. Donc, je voudrais effectivement vous parler, essayer de discuter avec vous de la façon dont l'État camerounais est capable, en fait, de déployer certains mécanismes qui visent à utiliser l'aide aux déplacés forcés pour la mettre au service de sa politique nationale de développement. Si on peut changer de slide, merci. Donc, tout d'abord, peut-être quelques éléments de... Ça n'a pas changé. Si, pardon. D'accord, désolé. Quelques petits éléments de contexte. Donc, depuis près d'une décennie, la notion d'émergence occupe une place centrale dans les débats sur le développement, notamment à travers le continent africain. Et donc, on a vu la mise en place de plans d'émergence qui deviennent en fait des espaces de formation et de renégociation de l'État. Et en même temps promeuvent un nouveau credo développementaliste qui véhicule et qui permet de légitimer de nouvelles dynamiques de pouvoir, de nouvelles pratiques de gouvernement et une nouvelle ingénierie sociale du développement. On peut changer la slide s'il vous plaît. Donc au Cameroun, le gouvernement s'est fixé d'atteindre le statut de pays émergent d'ici 2035. Donc cette politique d'émergence promeut une vision, je cite, une vision volontariste du développement à long terme du Cameroun, fin de citation, c'est-à-dire la volonté de l'État de reprendre la main sur la formulation et la mise en place des politiques de développement, après notamment la période des plans d'ajustement structurel des années 90, qui a été marquée par le rôle central des institutions internationales au détriment des acteurs étatiques. Au Cameroun, ce qui est particulier, c'est que les réalisations de l'émergence à la fois renouvellent, nourrissent et se nourrissent de ce qui a été appelé la politique du ventre, notamment parce que ces dynamiques permettent de perpétuer, de renouveler les logiques rentières et néo-patrimoniales. Je suis désolée, je vais un peu vite sur un vocabulaire dont les africanistes sont peut-être familiers, on pourra revenir dessus si besoin pendant la discussion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, s'opère une instrumentalisation politique du discours de l'émergence qui vise à procurer une nouvelle légitimité au régime de Paul Biya, qui est au pouvoir depuis 4 décennies. C'était son anniversaire d'accession au pouvoir il y a quelques jours, en réalimentant des imaginaires de prospérité. On peut changer de slide.
Sauf que ces imaginaires de prospérité qui sont mis au service de la propagande de la stabilité du régime sont mis à mal ces dernières années, notamment avec la multiplication des déplacements forcés de population. Donc vous avez une carte, j'espère que vous aimez le bleu. Donc à l'est, il y a donc déplacement forcé de population, tout d'abord avec l'afflux de réfugiés centrafricains, donc qui viennent de républiques centrafricaines voisines. Au nord, les déplacés internes et les réfugiés nigérians qui fuient les attaques du groupe Boko Haram et la récurrence de phénomènes climatiques, principalement inondations et sécheresse. Et enfin, dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, des mouvements de population qui sont liés aux affrontements entre groupes séparatistes et forces régulières. Cet accroissement récent des migrations forcées dans le pays, depuis à peu près le tournant, c'est 2014-2015, a provoqué un surinvestissement des projets d'assistance réalisés par des organisations internationales et non gouvernementales, caractérisés par un éclatement des secteurs du développement et de l'humanitaire. Donc on n'a pas juste les humanitaires qui viennent apporter une aide d'urgence aux déplacés forcés et les acteurs du développement qui font de l'aide au développement. Au Cameroun, ces deux secteurs-là sont caractérisés par en fait à la fois se mêlent et éclatent. On peut changer la diapo. Donc, ce que je vous propose d'analyser, c'est la façon dont ces interventions d'aide aux déplacés forcés s'articulent avec la politique nationale d'émergence dans un contexte camerounais qualifié de post-autoritaire. Alors, l'expression n'est pas de moi. Qu'est-ce que ça veut dire post-autoritaire? C'est un contexte dans lequel le pluralisme institué continue de se heurter à des pratiques de contrôle plus ou moins informelles, voire coercitives, au service du maintien de la domination politique. Ce qu'on constate, c'est que tant au niveau central que local, l'assistance internationale est appréhendée comme un moyen et une ressource supplémentaire au service de l'émergence. À travers une analyse fine des enjeux, des rapports de force et des dynamiques entre acteurs, mais aussi des synergies et des conflits qui sont suscités, je voudrais essayer de vous montrer comment l'État camerounais parvient à réinvestir ou rediriger les projets d'assistance aux déplacés forcés vers ses propres objectifs et stratégies de développement. On peut changer la slide. Alors, du point de vue de la méthode, cette communication s'appuie sur une double ethnographie en réseau, c'est-à-dire une ethnographie qui a été menée pendant près de 2 ans, à la fois, d'une part, auprès des acteurs de l'aide aux déplacés forcés, et d'autre part, des récipiendaires de leurs projets. Donc les populations, les territoires, les autorités aussi qui interviennent dans ces populations, dans ces territoires-là, pardon. On pourra revenir aussi sur ces questions méthodologiques si vous le souhaitez. Donc pour commencer, si on peut changer la slide. Voilà, encore, pardon. Ok. Donc les interventions d'aide au Cameroun, elles sont le reflet de transformation que connaît le régime global d'aide aux réfugiés, donc à l'échelle internationale, en termes de structures internationales, de structures institutionnelles, pardon, de mécanismes de financement et d'instruments opérationnels. Donc je vais aller un peu vite. Je suis désolée, on pourra revenir dessus lors des questions. Donc, depuis le sommet humanitaire mondial de 2016 et la nouvelle façon de travailler ou le New Way of Working, mais aussi suite à l'adoption du Pacte mondial sur les réfugiés en décembre 2018, l'objectif, c'est de renforcer les liens entre intervention d'aide et stratégie de développement. Donc, de faire éclater un peu cette séparation qui a longtemps eu cours entre secteur humanitaire et secteur du développement. Et en même temps, d'accorder un rôle accru à la fois au secteur privé et aux autorités des pays d'accueil des populations en situation de déplacement forcé. Il se trouve que le Cameroun occupe une place de choix dans ce changement d'approche, comme il est appelé, qui est promu à l'échelle globale. Il est en effet l'un des pays pilotes pour expérimenter, entre autres, un nouveau partenariat entre la Banque mondiale et le système des Nations Unies, qui vise à favoriser des interventions communes donc à la Banque mondiale et aux Nations Unies dans ce qui est qualifié de situations affectées par les crises. En mai 2018, donc, le Cameroun est le premier pays à bénéficier d'un financement spécial de la Banque mondiale qui vise à soutenir les pays à faible revenu qui accueillent un grand nombre de réfugiés. Donc c'est ce nouveau mécanisme financier, comme il est appelé, donc intitulé IDA 18, le Refugee Sub-Window, a pour objectif de fournir des ressources supplémentaires, je cite, dédiées aux réfugiés et aux communes d'accueil afin de cibler directement ces personnes, mais aussi, et ce point est important, d'appuyer l'État. Et en effet, c'est 274 millions de dollars qui sont débloqués pour améliorer l'accès des réfugiés et des populations des régions d'accueil au système de santé, au système d'éducation, de sécurité sociale et aux infrastructures sociales et économiques locales. Merci. Or,
alors j'essaie de faire un tableau qui est un peu moche, je suis désolée, mais si on regarde le tableau, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, les 4 projets qui sont financés avec ces 274 millions de dollars, ils coïncident très exactement avec certains objectifs de la politique nationale d'émergence du Cameroun. Si on prend par exemple la deuxième ligne, donc c'est le projet intitulé Filets sociaux. L'objectif visé par ILA 18, donc par le financement de la Banque mondiale, c'est de financer la création d'un système de sécurité sociale de base pour les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables. Vous apprécierez le jargon, je suis désolée. Or, si on regarde le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, qui est donc un des documents essentiels dans la politique d'émergence camerounaise, on voit que l'objectif 1.5 vise à améliorer la protection et la sécurité sociale, notamment en réformant le dispositif central de protection sociale au Cameroun. L'objectif est d'intégrer progressivement l'ensemble des catégories sociales jusqu'ici en marge du système. Je ne vais pas vous faire les 4, sinon on est là encore demain, mais ça vous donne un exemple en fait de la très forte résonance qu'on constate entre ce Refugee Sub-Window et d'autre part les objectifs de la politique d'émergence. Et donc ce qu'on constate ici en fait, c'est que s'opère un phénomène de récupération par l'État camerounais d'interventions et de financements qui avaient été initialement pensés indépendamment de lui et qui sont in fine mis au service de ses propres objectifs de développement. L'exemple d'IDA 18 qu'on voit ici montre que le rôle dévolu aux acteurs de l'aide aux déplacés forcés évolue. Les projets d'urgence laissent place à des programmes ayant les mêmes objectifs que ceux de la stratégie nationale de développement, faisant de l'assistance aux réfugiés un supplétif de la politique nationale d'émergence. Et en effet, en 2019, le HCR, donc le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, donc un organisme qui est spécifiquement dédié à la gestion des réfugiés, apporte un, je cite, soutien financier supplémentaire pour élargir la portée des programmes gouvernementaux, fin de citation, dédiés au renforcement des systèmes de sécurité sociale. On peut changer la slide. Autre point, c'est qu'au Cameroun, comme dans d'autres pays, les interventions d'aide aux déplacés forcés sont marquées par une surreprésentation des thématiques d'insertion économique, d'autonomisation et de renforcement des moyens d'existence. Donc, ces approches visent à promouvoir une autre vision des déplacés forcés, qui ne sont plus des victimes vulnérables et un fardeau pour leur territoire d'accueil, mais qui, au contraire, sont susceptibles de contribuer au développement. La gestion internationale des migrations forcées connaît aujourd'hui ce qui a été qualifié de tournant néolibéral, c'est-à-dire que la protection et l'assistance décroissent au profit d'initiatives d'accès au marché du travail, de formation professionnelle ou d'entrepreneuriat, qui sont censés permettre aux réfugiés de contribuer à l'économie de leur zone d'accueil et de subvenir eux-mêmes à leurs besoins. Sauf qu'au Cameroun, de telles approches servent doublement les objectifs d'émergence. Ok, pardon. Tout d'abord, elles la servent en termes de développement. Pourquoi ? Parce que le développement du secteur privé et de l'entrepreneuriat national sont au cœur de la politique d'émergence et ces deux éléments sont présentés comme le principal moteur de la croissance économique. Ces approches servent également la politique d'émergence en termes politiques et de légitimation du gouvernement, puisque le régime de Paul Biya a fait des enjeux liés à l'emploi un élément central de sa rhétorique et de ses promesses politiques, notamment dans ses adresses à la jeunesse. Donc, dans ce contexte, les interventions et les ressources de l'aide aux déplacés forcés, centrées sur la promotion des moyens d'existence, représentent donc un enjeu de taille. Pour comprendre les transferts de discours, les conflits, les stratégies que ces enjeux suscitent, je propose qu'on s'intéresse aux dynamiques qui se déploient à l'échelle locale. On peut changer la slide. Encore, s'il vous plaît. Pardon. Merci. Alors, on va prendre ici l'exemple d'un projet de formation professionnelle et d'insertion socio-économique des réfugiés centrafricains et des populations hautes. Je suis désolée, c'est un peu moche, mais c'est l'intitulé du projet, qui est porté par une ONG internationale dans la région de l'Est du Cameroun, donc à la frontière avec la République centrafricaine. Le but de ce projet, c'est de former dans des centres agréés par le ministère camerounais de la formation professionnelle et de l'emploi, MINEFOP pour les intimes, de former donc et d'insérer sur le marché du travail chaque année plusieurs centaines de jeunes centrafricains et de Camerounais. Or, comme l'explique la représentante régionale du MINEFOP, lors d'une visite à ces jeunes, l'ONG internationale doit venir voir si tout cela marche, mais l'État camerounais aussi. Mes félicitations pour cette approche systémique de la question de l'emploi au Cameroun, en droite ligne avec la politique du gouvernement. Merci à l'ONG, qui nous permet, à nous aussi MINEFOP, donc ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, d'atteindre nos objectifs, parce que maintenant que vous, apprenant, donc les jeunes qui participent au projet à qui elle s'adresse, maintenant que vous êtes formés, installés, que vous travaillez, vous allez peut-être former d'autres jeunes et créer ainsi des emplois.
En fait, pourquoi est-ce qu'elle dit ça? C'est parce que ce projet d'aide aux réfugiés fait directement écho aux priorités nationales de développement, parmi lesquelles figure, entre autres, l'amélioration des compétences et de l'employabilité des personnes exclues du marché du travail. Or, dans ce secteur comme dans d'autres, les moyens matériels et financiers dont disposent les services étatiques se révèlent parfois insuffisants. Donc, ces services vont utiliser les interventions d'aide aux déplacés forcés comme une ressource, une manne, pour reprendre une expression de Jean-Pierre-Olivier de Cerdan, qui leur permet d'atteindre leurs propres objectifs de développement. Merci. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'à l'issue du processus d'insertion socio-économique sur le marché local, ceux qui sont appelés les bénéficiaires du projet doivent se conformer à diverses procédures administratives. Constitution de dossiers détaillant les membres et activités de chaque micro-entreprise, obligation de s'acquitter de la taxe foncière, de l'impôt sur le bail, etc. Vous avez un exemple du type de procédure là à l'écran. Et donc, pour ces procédures, les jeunes peuvent compter sur le soutien logistique et surtout financier de l'ONG. Ces procédures visent à inscrire les jeunes dans l'économie formelle. Ce faisant, l'État camerounais, par le biais de son administration, réintègre les réalisations de l'aide aux réfugiés dans les réalisations de l'émergence. Des activités d'autonomisation deviennent des entités économiques formalisées qui contribuent non seulement aux objectifs et aux politiques de développement, mais aussi aux promesses du régime de Paul Biya en matière d'emploi. Mais ce qui est intéressant, c'est que non seulement les autorités parviennent à tirer parti des interventions d'aide déployées sur leur territoire, mais elles demeurent aussi les ultimes détentrices du pouvoir et de la souveraineté. Alors, au Cameroun, il y a une politique officielle de la porte ouverte en direction des réfugiés. Mais dans les faits, la gestion des déplacés forcés est volontairement déléguée aux acteurs internationaux. L'État ne veut pas s'en mêler. Non seulement les réfugiés ne sont pas inclus dans les statistiques et les politiques officielles de développement, mais toute possibilité d'intégration locale durable au sein du territoire camerounais leur est déniée. Et c'est ce qu'on constate toujours avec ce projet de formation professionnelle. Donc, après 8 mois de formation dans les centres agréés par le ministère, les apprenants présentent un examen officiel, donc le diplôme ou le certificat de formation professionnelle. C'est un examen que peut passer n'importe quel Camerounais ou Camerounaise qui a suivi une formation professionnelle. Et l'idée de leur faire passer cet examen national, c'est de leur permettre d'avoir une reconnaissance officielle et formelle qui est supposée faciliter leur insertion sur le marché de l'emploi camerounais. Or, malgré leur réussite aux examens, les diplômes officiels ne sont jamais délivrés par le ministère. Au-delà des prétextes avancés par ce dernier, des remaniements internes, des lenteurs administratives, etc., ce refus de délivrer les diplômes, c'est-à-dire d'accorder aux réfugiés une reconnaissance étatique, peut aussi être interprété comme une façon pour l'État camerounais d'empêcher une réelle intégration locale de ces populations réfugiées. Et donc, on peut observer ici un exemple de stratégie mise en œuvre par un pays d'accueil, le Cameroun, pour empêcher les acteurs de l'aide internationale de lui forcer la main en termes d'intégration locale, sans pour autant opter pour une confrontation directe qui risquerait de couper la manne que représentent les projets d'aide. Tirant profit du tournant néolibéral que je vous décrivais un peu plus tôt, que connaît aujourd'hui l'aide aux déplacés forcés, les autorités camerounaises ne cèdent donc en rien concernant leur politique de gestion des réfugiés. Et en effet, en février 2021, pardon, j'ai oublié de dire qu'il fallait changer la slide. De fait, donc, c'est la photo que vous avez ici. En février 2021, alors que l'EHCR, l'Organisation internationale du travail, signe avec le gouvernement un accord censé faciliter l'accès des déplacés forcés au marché du travail, au même moment, ce qui est qualifié de rapatriement volontaire de réfugiés vers leur pays d'origine se poursuivent. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que ça donne à voir les enjeux de pouvoir et les capacités de résistance d'un pays du Sud face aux injonctions des instances internationales qui, sous couvert d'appui aux politiques de développement national, chercheraient à imposer l'intégration locale comme solution durable aux migrations forcées. On peut changer la slide. Merci. Alors, on a vu à l'échelle locale du point de vue des autorités camerounaises. Maintenant, je vous propose qu'on regarde du point de vue des populations en situation de déplacement forcé. Donc, face au rapport de pouvoir qui se noue entre autorités et aide internationale, les déplacés forcés ne sont pas sans ressources. Dans un contexte où des logiques de prédation sont au cœur des pratiques de l'État et de la dynamique d'émergence, c'est-à-dire un contexte où de nombreux arrangements et rançonnages sont pratiqués par des petits fonctionnaires camerounais, beaucoup d'entrepreneurs préfèrent développer leur activité dans l'informalité plutôt que de l'exposer aux pratiques d'extorsion de l'administration. Si vous n'êtes pas déclaré, vous n'avez pas payé d'impôts ou autres taxes plus ou moins officielles. Donc, à rebours des enjeux de formalisation de l'économie qui sont promus au nom du développement, l'informel se présente donc comme une ressource et une réponse à la politique du ventre qui caractérise l'émergence en contexte camerounais.
L'autre ressource dont disposent les petits entrepreneurs face à ces pratiques d'extorsion est l'aide internationale. Et c'est ce qu'illustre toujours ce projet d'insertion économique. Apprenant que les jeunes réfugiés et les jeunes Camerounais qu'elle accompagne font l'objet de taxations abusives de la part des services communaux et départementaux de leur zone d'installation, l'ONG internationale négocie auprès de la direction régionale du MINEFOP, donc toujours le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, l'ONG négocie une exemption de taxes quasi totale pendant les 2 premières années d'activité des jeunes Camerounais, Camerounaises et des jeunes réfugiés. Face au refus de certains services d'impôt d'appliquer une telle exemption, la direction régionale leur adresse elle-même un courrier de rappel à l'ordre. Donc ce qu'on voit, c'est la façon dont l'aide aux déplacés forcés peut devenir une ressource pour des entrepreneurs subalternes, qui sont ici des réfugiés, de très petites entreprises, en leur offrant la possibilité d'échapper à certaines pratiques d'extorsion qui caractérisent l'administration camerounaise. En intervenant dans le domaine de l'accès à l'emploi, l'aide internationale se pose donc en nouvel acteur, recomposant à l'échelle locale certains rapports de pouvoir. On peut changer la salle. Et enfin, dernier point intéressant, après je me tais, ce sont les difficultés que concernent l'ONG, en fait les difficultés que l'ONG rencontre lors de la phase d'évaluation de son projet. Donc, comme tout projet international, à la fin, donc l'ONG s'appuie sur des outils standardisés qui ont été pensés pour mesurer l'évolution de start-up businesses selon un schéma néolibéral et à travers la mesure de critères a priori aisés à quantifier. On a formé les jeunes et créé de petites entreprises, donc on va comptabiliser le nombre de réfugiés qui sont salariés ou à la tête de micro-entreprises, l'évolution de leur chiffre d'affaires, la hausse de leurs revenus, etc. Or, dans les faits, l'ONG se heurte aux pratiques mises en œuvre par les récipiendaires du projet. Ces récipiendaires, au lieu d'appliquer les règles néolibérales de gestion d'entreprise qui leur ont été enseignées dans les centres de formation professionnelle agréés par l'État et tout au long du processus d'insertion socio-économique, ces récipiendaires peuvent utiliser les fonds de leur micro-entreprise pour financer une autre activité qui n'a rien à voir. Ils et elles peuvent fermer boutique pendant plusieurs semaines afin d'assister à un mariage dans une autre région du pays. Donc ce qu'on constate, c'est que pour les déplacés forcés, le projet de l'ONG n'est qu'une ressource parmi d'autres dans un paysage fait de stratégies plurielles et variées, d'imbrication dans des réseaux, d'obligations sociales ou familiales. Pour ces entrepreneurs subalternes, le capital social est un réseau dynamique essentiel dans la gestion des chocs et la résilience de leur activité. Il serait donc impensable de faire prévaloir le fonctionnement de leur micro-entreprise créée avec l'appui et les fonds de l'ONG internationale. Donc, à contre-courant des approches néolibérales prônées par les projets d'aide ou la politique d'émergence, les déplacés forcés et les populations hautes réinvestissent les projets d'aide et les politiques développementalistes déployées à leur encontre afin de les mettre au service de leur propre logique de débrouille et de bricolage qui constitue d'ailleurs le principal moyen de survie de nombreuses entreprises au Cameroun. Déployant des stratégies diverses, ils parviennent ainsi à tirer parti à la fois des politiques étatiques et humanitaires dont il faut l'objet pour négocier ou renégocier leur capacité d'agir. Je vous remercie. Alors, je vais prendre la parole pour faire des commentaires d'ordre général puis poser quelques questions à nos panélistes et ensuite on pourra prendre un premier round de questions de la salle. Alors, ces 3 présentations abordent la question de la réappropriation des programmes de développement par 2 angles différents. Les 2 premiers articles s'intéressent davantage aux idées, aux conceptions du développement, tandis que le 3e article, on est vraiment dans la réappropriation en pratique, au concret. Vincent Arpoulet et Armand Abem abordent cette question-là en s'intéressant aux idées et au développement comme un ensemble de discours, d'idées, de conceptualisation qui sont politiquement, géographiquement et socialement situées et surtout contestées. Donc Armand Abem propose une sorte de méta-analyse des écrits sur le concept de développement, montrant la nécessité de sortir de l'ethnocentrisme intrinsèque du concept, mais aussi la difficulté à le faire sans en fait abandonner complètement le concept lui-même. Et il propose une approche basée sur la notion d'interculturalité, qui empêcherait de tomber dans un relativisme culturel absolu ou un culturalisme qu'on veut absolument éviter, et qui se distinguerait des approches du post-développement. La mise en pratique de conception alternative du développement est au cœur de l'article de Vincent Arpoulet, qui lui s'intéresse à un projet a priori radical, anticapitaliste, antinéolibéral, qui était celui du président coréen en Équateur, et du mouvement qu'il a porté au pouvoir. Et il explique pourquoi, malgré les discours, principes radicaux incarnés par notamment l'intégration de la notion du ben vivir à la Constitution, dans la pratique, de ce que je comprends, l'économie équatorienne n'a pas été fondamentalement transformée, et on a au contraire une intensification de l'industrie pétrolière
et donc d'une économie basée sur une industrie extractive avec des conséquences assez importantes sur l'environnement. Donc c'est un paradoxe qui s'explique à la fois par des contraintes structurelles, la dépendance à l'étranger au niveau de la monnaie. Alors je ne suis pas économiste, donc je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, que vous avez mentionnés au niveau de la politique monétaire, mais aussi des divergences idéologiques au sein du mouvement qui a porté Correa au pouvoir. En cela, le travail de Vincent Arpoulet fait écho à celui d'Armand Abémé en montrant la difficulté à mettre en pratique des conceptions alternatives du développement. Certes, le concept peut être réapproprié, retravaillé à partir de conceptions autochtones ou propres aux groupes sociaux qui sont habituellement vus comme les récipiendaires du développement, mais cette réappropriation n'est pas consensuelle et le processus de réappropriation est lui-même un espace de tension, de débat, qui est donc fondamentalement un processus politique parce qu'il n'y a pas une homogénéité parmi ces récipiendaires du développement. Et deuxièmement, la réappropriation théorique ne dit rien de sa mise en pratique, qui se heurte à la réalité d'économie intégrée dans un système mondial qui les contraint. Donc alors que la présentation de Vincent Arpoulet fait le récit de ce que j'appellerais les limites de l'agentivité d'un État et des groupes sociaux qui le composent à se réapproprier le concept et les pratiques du développement, Claire Lefort-Rieux brosse le portrait d'un État et de bénéficiaires qui sont capables de tirer stratégiquement profit des transformations, des pratiques et des priorités du développement entendu comme industrie globalisée. Il y a en premier lieu ces réappropriations de la part de l'État camerounais qui met au service de son programme d'émergence ses politiques d'appui aux déplacés internes, aux réfugiés. Et il y a aussi cette réappropriation finalement des bénéficiaires, on va dire, en bas de l'échelle de ces politiques-là qui arrivent à trouver des espaces un peu de liberté et de tirer à profit ces politiques-là. Mais pour revenir à la question de l'État, il apparaît que finalement, à travers votre analyse, on a un État qui parvient à rendre productives là où les crises internes qui l'ont touché, productives au sens de ses objectifs d'émergence et ses objectifs de maintien également du système post-autoritaire. Je ne suis pas certaine de cette appellation. Donc à cet égard, ce travail contribue aux travaux sur la dimension productive de la crise et de la résilience des institutions. Dans la lignée de travaux, je pense notamment aux travaux de Thomas Serre sur l'Algérie ou de Nicolas van der Waal qui parlait de la crise permanente dans les années 90 dans les États africains. Ce travail nous montre finalement comment tout un tas d'acteurs sont engagés dans des processus de réappropriation au quotidien et au concret. Donc cela permet de voir un peu comment finalement tous ces acteurs font avec ce qu'est le développement aujourd'hui. Maintenant, je vais rentrer dans les questions plus spécifiques, en commençant par Armand. Alors, moi, j'avais une interrogation d'abord sur cette division entre développeurs du Nord et sous-entendu récipiendaires du Sud. Est-ce que vous faites aujourd'hui notamment des transformations en fait de cette industrie du développement où là, je ne vais pas apporter une idée particulièrement novatrice, mais sur le fait qu'on a des acteurs qui ne sont pas des acteurs du Nord, qui font des programmes de développement. Donc évidemment, on pense à la Chine, mais on pense aussi aux pays du Golfe. Donc j'aimerais un peu vous entendre sur cette transformation de l'industrie du développement et également sur cette idée qui finalement, est-ce qu'il y a aussi, qu'est-ce qu'on fait également de tout cet univers des ONG locales, des États du Sud qui vont mettre en place des politiques qui correspondent quand même aussi à certaines idées du développement comme vous les critiquez. Est-ce qu'on est face à une fausse conscience de ces acteurs? Est-ce qu'on est face à des acteurs qui tirent profit de ça? Et finalement, moi, ce que j'avais envie de vous entendre sur l'idée un peu de déshomogénéiser le Nord et le Sud et en plus voilà, de revenir aussi peut-être sur des débats actuels sur ces appellations et sur leurs limites. Dans l'analyse de ces idées du développement, puis avec votre proposition sur l'interculturalité, j'ai l'impression que vous cherchez un peu à dépasser peut-être cette division, donc j'aurais aimé vous entendre un petit peu là-dessus. Également sur la question de l'imaginaire, en fait, vous expliquez que vous avez une approche en termes d'imaginaire, une anthropologie des imaginaires, et au final, moi, je trouve que dans l'article, on la perd un petit peu, cette question de l'imaginaire. Et donc, j'aurais aimé vous entendre comment on conceptualise l'imaginaire, comment on saisit cet imaginaire et ses représentations. Quelle distinction avec le concept d'idéologie, par exemple? Qu'est-ce que ce terme d'imaginaire vous apporte, en fait, à vous, dans votre analyse?
Et je vais en rester là sur mes questions. J'en ai d'autres si jamais le public n'en a pas assez. Pour Vincent, alors, j'ai une question sur la conceptualisation du Ben Vivir. Alors, en fait, je vais revenir sur première question. Quand vous parlez de cette communauté du millénaire, vous expliquez que c'est la confrontation entre deux conceptions du développement. Moi, j'avais un peu l'impression que c'était un cas classique du développement qui s'avère pas consensuel, en fait, hein, et qui est fondamentalement politisé, et où on réalise qu'en fait, voilà, tous les projets ne plaisent pas à tout le monde. Et je me demandais, est-ce que ces populations-là sont contre cette façon de faire le développement, ou est-ce qu'on a un débat qui se situe à un autre niveau, parce que finalement, ils ne sont pas contre l'idée d'école. Mais c'est la façon dont c'est fait, etc. Ça soulève un tas de questions. Donc je me demandais, qu'est-ce que nous dit cette situation-là sur leur conception du développement en tant que tel. Je ne sais pas si je suis très claire. Et pour revenir sur cette conception du Ben Vivir, moi j'avais un peu envie peut-être de vous embêter avec ça, mais vous dites que c'est deux conceptions du Ben Vivir, et moi finalement j'avais envie de dire, mais finalement est-ce que c'était vraiment une conception du Ben Vivir qu'on trouvait dans le programme de Correa, etc. Est-ce que on est face à deux conceptions, on est face à une corruption du Ben Vivir, est-ce qu'on est face à un abandon du Ben Vivir, ou en fait, voilà, ce n'est pas du tout ça, et voilà. Et alors, une question peut-être de curiosité, peut-être basée sur ma non-connaissance de ce contexte. Quand vous parlez des textes de Correa et d'Acosta, je me demandais, est-ce que rompre avec la privatisation, comme le proposait Correa, c'est pas aussi critiquer les relations de domination transnationales Nord-Sud? Parce que moi, j'imaginais que les sociétés qui exploitent la ressource pétrolière sont des sociétés situées en Occident ou du Nord. Et pour Claire, alors je m'y retrouve dans mes pages. Alors, moi, j'avais une interrogation sur la convergence entre les objectifs de la DSCE et le projet IDEA 18. Moi, je me suis dit, est-ce que c'est particulièrement étonnant parce que c'est formulé quand même de façon, notamment dans le document DSCE, de façon tellement vague et vaste et pour moi de façon assez classique hein, par rapport au programme de développement qu'on peut voir ailleurs. Donc je me demandais si vraiment cette convergence était surprenante, si elle était effectivement travaillée, voulue, produite par les acteurs, ou c'est simplement une conséquence en fait du discours du développement assez classique, assez vague, etc. Du coup, dans lequel on peut mettre un peu ce qu'on veut en pratique. Et pour continuer sur cette question-là, en fait, moi, ce que j'ai un peu regretté dans l'article, c'est, et je ne sais pas si vous avez des données là-dessus, etc., c'est que finalement, on ne voit pas l'action de l'État pour aboutir à cette convergence des objectifs. Donc, vous dites que voilà, on a une stratégie d'extraversion, etc. On a l'idée que le gouvernement a une stratégie, mais finalement, moi, je ne vois pas le smoking gun, entre guillemets, dans l'article sur est-ce que vraiment il y a eu cette volonté-là, est-ce qu'il y a eu, dans quelles arènes cette négociation autour des objectifs a eu lieu, est-ce que le gouvernement était présent, comment, par qui, Donc voilà, je m'interrogeais un peu sur finalement cette politique étrangère du gouvernement, quelque part, et sur si vous aviez voilà, des données précises sur ce qui a été fait qui montrent qu'il y avait vraiment un objectif et que c'est pas juste, ça est arrivé comme ça, puis voilà. Je vais m'arrêter là pour laisser l'espace aux questions. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on fait un premier round de réponses et ensuite un round de questions. Armand, si vous voulez commencer. Allô? Allô? Oui, Oui. ok. Merci beaucoup pour l'attention que vous avez mise à nous lire et à formuler les questions qui viennent d'être proposées. Je commencerai par la dernière question que vous avez émise, à savoir comment est-ce que dans mon texte se perd en fait le projet d'une anthropologie des imaginaires. Et effectivement, en fait, j'avais voulu employer la notion d'anthropologie des imaginaires pour parler d'idéologie. Et effectivement, dans le texte, quand je relis moi-même, je ne suis plus la trame de l'anthropologie des imaginaires, je reste uniquement dans l'idéologie
du développement. Mais il y avait intérêt effectivement à creuser un peu beaucoup plus ce côté-là. C'est des choix que nous faisons, comme vous le savez. C'est un choix lié à la, comment je peux dire, à la quantité du texte. À un moment donné, il fallait mettre en veille ou en sourdine un certain nombre d'éléments, surtout dans le premier point où je parlais du paradigme moderniste. Et c'est là que j'ai beaucoup plus élagué en fait des approches qui relevaient de l'anthropologie des imaginaires. Ça peut constituer une faiblesse dans l'équilibre du texte et je suis tout à fait d'accord avec vous qu'on a perdu là quelque chose d'important. Dans les premières questions, alors développeurs du Nord, bénéficiaires du Sud, transformation de l'industrie du développement, je partage également cette remarque. Nous sommes tous tout à fait d'accord qu'il y a une métamorphose en fait de l'industrie du développement aujourd'hui. Les situations que j'ai décrites ont évoluent au quotidien. Quand on dit développeur du Nord, le Nord n'est plus lui-même un Nord homogène, comme le Sud aussi n'est plus un Sud homogène. On parle aujourd'hui des Nords, on parle des Suds également. Dans développeurs qui viennent de l'extérieur, en fait, vous avez très bien évoqué ça, des gens qui viennent de l'Asie, qui viennent du Golfe. Il y a même à l'intérieur, comme vous avez aussi souligné, à l'intérieur même des pays du Sud, vous avez une nouvelle élite en fait du développement qui travaille aussi cette industrie, qui fait que même sur le plan local, les mêmes logiques, les mêmes représentations du développementalisme en fait peuvent être portées par des acteurs eux-mêmes originaires des terrains sur lesquels ils travaillent, qui ont créé des ONG, qui sont une élite économique ou politique, et qui eux-mêmes en fait remplacent aujourd'hui en fait le entre guillemets développeur du Nord que j'évoque dans mon texte. Beaucoup en fait reprennent souvent et malheureusement les logiques qui ont été mises en fait dans l'industrie depuis des décennies et subissent aussi les mêmes critiques. La critique que j'ai faite sur le développeur du Nord est une critique que je peux également faire en fait sur les entrepreneurs du développement locaux même en fait, soit au Cameroun, soit en Amérique latine ou presque partout. Donc je suis tout à fait d'accord qu'il faut euh, avoir un regard beaucoup plus hétérogène en fait de ces concepts, de ces acteurs au besoin de les déconstruire. C'est la raison pour laquelle dans l'écriture, je fais l'effort de mettre tout le temps en fait ces notions-là entre guillemets pour dire en fait que voilà, ils peuvent être déconstruits. Ils ne sont pas incarnables et ils peuvent être déconstruits parce qu'ils peuvent renvoyer à plusieurs types en fait de figures qui ne sont pas allogées uniquement dans une partie du monde en fait que j'appelle ici l'Occident. Et je finis peut-être par là. Donc il y a toujours aussi, même dans les Suds, des reprises de logique ethnocentrique qui viennent des grands experts, même de l'État, parce que l'État a aussi des experts qui viennent faire le développement. Les ONG locales ont des experts et ils sont presque toujours tous dans ce même imaginaire de voilà, c'est nous qui avons le meilleur modèle, le meilleur projet. Le modèle de l'État est celui qui doit s'imposer, par exemple, partout dans les villages. Et ça crée les mêmes tensions que celles que j'ai évoquées aujourd'hui entre le grand nord, entre guillemets, et le grand sud. Je vais me limiter à là pour peut-être écouter d'autres questions. Merci. Merci. Vincent? Oui, alors merci aussi pour les questions. Donc, alors déjà sur la question de... ouais. Enfin, disons, oui, la question de... Enfin, l'idée de développement, en gros, comment est perçue cette idée-là par les populations, justement, à qui on impose un peu cette communauté du millénaire. Enfin, il y a vraiment une conception assez différente du développement malgré tout, parce qu'en fait, c'est notamment ces populations qui vivent dans la communauté du Pagnacotcha, en fait, remettent vraiment en question, enfin, n'ont pas du tout la même conception de l'organisation sociale, on va dire, de la vie en société, en fait. Enfin, il y a vraiment une idée, parce qu'en fait, ces populations, enfin, je vais répondre aussi en même temps à la deuxième question, mais sont porteuses du coup du concept de Buenaville. Je sais pas si je suis clair, mais du coup, il y a vraiment l'idée en fait de privilégier en fait
de privilégier en fait la notion de faire en fait pour la communauté sur la notion d'avoir ou de posséder en fait des choses. Donc il y a quand même une contestation du développement. Après oui, effectivement, il y a une opposition à cette façon de faire du développement parce que tout ce qui découle en fait de cette communauté du millénaire, c'est déjà l'imposition d'une forme d'éducation qui ne correspond pas forcément à la conception de la société justement que portent ces personnes. Enfin, c'est ce qu'ils disent dans les témoignages. Hein, donc, et puis après, il y a aussi en fait, cette communauté répond aussi à une logique de relocalisation en fait, de ces populations-là dans d'autres espaces pour développer l'extraction pétrolière dans les espaces dans lesquels elles résident au départ. Donc, ce qui fait ça a des grosses conséquences aussi sur l'organisation sociale en fait, et ça revient aussi à ça aussi, il y a des témoignages qui le montrent, à imposer une forme un mode de vie qui leur correspond pas, parce que du coup on leur impose un mode de vie urbain qu'ils ne souhaitent pas en fait, ils le disent clairement, et qui a des conséquences, qui conduit à une précarisation assez importante de ces personnes-là aussi, puisque du coup ils n'ont pas forcément les revenus qui leur permettent d'assurer ce type de mode de vie, donc il y a de la violence qui en découle. Voilà, pas mal de choses. Et j'avais vu notamment les témoignages de plusieurs enfants qui vivent dans cette communauté et qui en fait assimilent justement le développement de l'extraction pétrolière avec une augmentation de l'insécurité, parce que ça crée justement une instabilité dans tous les aspects en fait. Et il y avait notamment un témoignage qui m'avait marqué, mais c'était un enfant qui disait justement que, je pense que l'extraction du pétrole détruit le monde en fait. Donc il y a vraiment cette idée que ça traduit le sentiment que ça provoque à la fois une destruction de l'environnement, mais aussi une désarticulation sociale. Et voilà. Donc c'est pour toutes ces raisons-là en fait que qu'il y a ce rejet de la communauté du millénaire et donc de la conception du développement qui est sous-jacente. Après, oui, effectivement, la manière dont le gouvernement de Rafael Correa perçoit le Bonne Ville, oui, c'est une réinterprétation totale en fait du concept. Enfin, il s'appuie sur quelques aspects du Bonne Ville sur lesquels l'amélioration, oui, des droits, de l'accès aux droits économiques, sociaux, mais ouais, c'est une réinterprétation totale du concept qui n'a absolument rien à voir avec ce qui est au départ le Sumac Causay, en fait, qui est le buen vivir porté par une part des populations indigènes qui vivent en Équateur. Et après, sur la dernière question, c'est vrai que oui, le fait de vouloir rompre avec du coup la logique de privatisation de ces activités-là, effectivement, ça revient à porter une conception. Oui, ça repose sur la conception de la place que l'Équateur occupe dans les échanges économiques internationaux. Donc oui, Correa a aussi conscience de cet aspect international, puisqu'il est très influencé par la théorie de la dépendance, notamment qui montre en fait par une explication un peu monétaire du coup, mais pourquoi les pays qui dépendent de l'extraction de ces ressources-là se retrouvent dans une dépendance vis-à-vis des pays qualifié de développé. Mais en fait, la grande différence entre Correa et Acosta, c'est que Correa pense qu'il peut développer en fait une forme d'extractivisme à l'échelle nationale qui ne soit pas corrélée à des logiques d'accumulation et qui ne soit pas capitaliste. Alors qu'Acosta pense vraiment que que l'extractivisme, pardon, est par essence capitaliste. Donc c'est la différence entre les deux. Merci. Oui, alors sur la première question, est-ce que la convergence entre les objectifs de l'émergence et ILA 18, c'est pas juste parce que c'est un peu le jargon du développement? Alors, une des particularités de la politique d'émergence au Cameroun, j'ai pas pu l'évoquer ici parce que j'avais pas le temps, c'était pas le sujet, mais c'est qu'en fait, dans les documents qui ont été rédigés par le gouvernement camerounais, mais à partir de rapports et de recommandations des acteurs internationaux. Et c'est important de signaler que les acteurs internationaux n'étaient pas présents en fait dans les sphères qui ont rédigé le document. C'est assez rare en fait dans les plans d'émergence au Cameroun, enfin en Afrique, et le Cameroun a cette particularité-là. Donc c'est vrai que dans le contenu même des documents, le fait d'intégrer les populations vulnérables, etc., c'est vraiment le jargon. Pour le dire de façon un peu directe, mais un peu le jargon bien pensant qu'on peut retrouver dans le développement et avec ses grands principes. Mais ce qui est particulier en fait dans le cas de la politique d'émergence, c'est qu'au-delà des textes, dans les faits, le gouvernement ne se concentre, ne fait quelque chose, en fait, n'applique l'émergence
que sur certaines thématiques ou dans certaines régions. C'est-à-dire des thématiques ou des espaces qui sont susceptibles de nourrir les dynamiques rentières et les dynamiques de renforcement du pouvoir que j'ai évoquées très rapidement au début, en fait. Donc là-dessus, il y a notamment Gérard Amourou qui a beaucoup travaillé et qui explique en fait pourquoi et comment est-ce que ça marche. Donc je ne vais pas le faire, je le ferai moins bien que lui. Et en fait, du coup, dans ce contexte-là, ce qui est intéressant, c'est que le rapport de l'État camerounais aux acteurs internationaux va justement consister à leur déléguer ces secteurs de l'émergence que l'État estime être non pas intéressant pour lui en fait. Ça ne va pas renforcer les dynamiques qui m'intéressent dans l'émergence, donc que les acteurs internationaux le fassent. Pour autant, cette délégation, ça ne veut pas dire que l'État perd toute capacité de contrôle ou de récupération sur les initiatives qui sont ainsi fournies. C'est-à-dire qu'il peut, par exemple, sur les questions de population rurale, qui n'est clairement pas la priorité de l'État dans les réalisations de l'émergence, il va quand même y avoir un certain droit de regard et une capacité, notamment par l'administration, qui est clairement aux ordres du politique en contexte camerounais, d'aller récupérer ces initiatives-là si on sent qu'elles peuvent représenter autre chose que juste des initiatives de développement local assez indolores pour l'État, en fait. Et sur la question, alors effectivement, la question des négociations dans les sphères, alors la première, j'ai pas pu assister en fait à ces négociations spécifiques qui se sont jouées au niveau national autour dans les sphères de l'émergence, d'une part parce que la politique d'émergence, elle a été annoncée en 2009, donc j'étais clairement pas en état de faire du terrain à ce moment-là, et d'autre part parce que comme je vous le disais, en fait, c'est vraiment un truc qui s'est fait entre acteurs camerounais strictement et les acteurs internationaux n'étaient pas dedans. Donc je peux pas essayer d'avoir de faire des entretiens ou d'accéder à ces espaces-là. C'est un peu compliqué. En revanche, ce à quoi j'ai pu assister, faire des observations, c'est en fait des espaces dans lesquels se sont jouées des négociations autour de thématiques non prioritaires, comme l'éducation. Et notamment de voir les négociations et les tensions qui se jouent, qui sont très fortes, à titre d'exemple, sur la question de l'éducation préscolaire, c'est-à-dire la petite enfance, les 3 à 5 ans, où pour les acteurs internationaux, c'est vraiment un leitmotiv hyper important, là, depuis quelques années. Pour l'État camerounais, pas du tout. Ce qui est prioritaire, ce qui relève de la prérogative étatique, c'est l'éducation primaire. Le préscolaire, c'est vraiment absolument pas une priorité. Et si on l'a mis quelque part un peu dans les documents de l'émergence, c'était pour satisfaire un peu certaines sphères, mais clairement, dans les faits, si vous avez de l'argent à mettre quelque part, ne le mettez pas dans l'éducation préscolaire, alors que déjà, tous nos villages ne sont pas équipés d'écoles. Donc là, il y a des tensions très fortes qui se jouent, mais c'est vrai que ce n'était pas la thématique abordée aujourd'hui. Merci. Merci. La parole est au public. Une petite salve de questions. Merci à tout le monde déjà et bravo. Je suis dans l'organisation, je suis très contente de voir que la session ça fonctionne bien et qu'il y a vraiment des points de dialogue hyper intéressants malgré vos différences d'intérêt géographique et tout ça. Je trouve ça vraiment passionnant. Et donc bravo à vous et merci. Et la question est plutôt pour Vincent. Du coup, c'est très vaste, mais je vais essayer de la résumer. Ça porte sur la question de la place de l'État. Et donc, dans ces deux conceptions en fait, que tu dessines, cette tension qui est en jeu en Équateur, en fait, c'est très net, c'est très clair comment tu expliques qu'il y a vraiment une distinction sur la place du capitalisme, et en tout cas la place de l'expression des ressources naturelles par rapport au système capitaliste. Mais du coup, je n'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait une distinction forte dans les deux visions sur le fait, elles convergent en fait, j'ai l'impression, sur le fait que l'État est central. Du coup, est-ce que c'est une mauvaise impression de faire ou pas? Parce que tu as expliqué du coup la distinction un petit peu, les nuances de la vision de l'État plutôt développementaliste ou néo-développementaliste. Est-ce que du coup il y a une différence? Parce qu'il me semble, en écoutant la discussion sur la question des écoles du millénaire, qu'en fait, on peut voir aussi ça comme une organisation de l'espace et de la vie sociale du coup, organisée par l'État central dans des régions où il y avait en fait pas mal d'organisations où l'éducation en fait était autogérée par l'État. C'est ça qui peut être en jeu. Oui, oui, en fait, il y a vraiment il y a deux conceptions. Disons qu'il y a deux conceptions en fait assez différentes de l'État entre les néo-développementalistes, on va dire, et les post-extractivistes. D'une part, en fait, les néo-développementalistes en fait sont persuadés que pour rompre avec le néolibéralisme ou l'organisation néolibérale de l'économie, il faut construire un État fort, centralisé.
c'est l'idée qui est portée en tout cas par les choristes et donc qui interviennent de manière importante dans l'économie, dans la régulation de l'économie. Mais en fait, ça s'accompagne aussi d'une centralisation politique assez importante. En fait, enfin, on peut voir ça dans le processus qui est mis en place en Équateur. Puisqu'en fait, quand on se penche un peu sur la conception de l'État portée par ces acteurs-là, il y a aussi l'idée que tous les corps intermédiaires seraient porteurs en fait de revendications spécifiques qui iraient à l'encontre de l'intérêt général. Et donc, il y a vraiment l'idée qu'il faut centraliser l'État qui est représentant de l'intérêt général face aux corps intermédiaires. Enfin, bon, ça, c'est l'idée, on va dire, néo-développementaliste. Après, face à ça, il y a la revendication de la mise en place d'un État plurinational, en fait, qui serait, enfin voilà, bien moins centralisé politiquement et qui reconnaîtrait surtout en fait les spécificités des différentes communautés indigènes qui existent en Équateur et qui reconnaîtrait aussi leur mode d'organisation en fait, leur mode d'organisation local. Donc, je sais pas si je réponds à la question, mais du coup oui, c'est un peu la distinction qui est entre les deux. Après, c'est vrai qu'il y a oui, pour une part des postes extractivistes, l'État est quand même central pour pouvoir. Enfin, l'étatisation est une étape en fait nécessaire pour pouvoir impulser une diversification de l'activité économique et sortir de la dépendance à ces activités extractives. Mais en même temps, il y a aussi l'idée de vraiment reconnaître en fait les différentes nationalités qui peuplent l'Équateur et leur mode d'organisation locale, ouais, effectivement. Donc, voilà, c'est plus une étape, on va dire, alors que pour le coup, aux yeux des choristes, il n'y a pas de volonté de passer à un État qui serait moins centralisé. Enfin voilà, c'est vraiment la distinction entre les deux. Mais Acosta n'est pas contre l'État, parce que oui, je pense, il pense que c'est une étape, effectivement. Voilà. Ton bibliographie en réseau, si tu peux en dire deux, trois mots. Et puis, une question pour Armand. En fait, j'ai pas bien compris votre contribution originale à vous. Alors, c'est vrai que j'ai pas lu le papier, hein, donc les deux premiers points que vous avez évoqués, pour moi, vous avez fait une revue de la littérature existante. C'est vraiment des choses qui sont quand même très, très connues, notamment le premier point sur lequel vous avez pas mal insisté. Ça a été notamment fait par Rist, etc., que vous avez cité. Voilà, et en plus, dans votre intervention, partez au départ d'ethnographies qui ont été faites par d'autres auteurs. Et donc, je crois que vous êtes anthropologue. Je ne sais pas si vous êtes doctorant ou pas. Mais je me demandais finalement quelle était votre contribution originale à vous. Alors peut-être qu'elle était plus dans la troisième partie, mais qui a été moins abordée faute de temps, j'imagine. Mais voilà, si vous pouvez éclaircir un peu ça, et d'autant que vous terminez par l'idée, vous dites, voilà, vous parlez d'une anthropologie engagée, mais une anthropologie engagée sans réelle ethnographie, empiricité, moi, ça me pose, en tant qu'anthropologue, ça me pose quand même beaucoup de questions. Et voilà, si vous pouvez nous donner des éléments là-dessus. Merci. Armand, vous avez entendu la question? Allô? Oui. Vous avez entendu la question, c'est bon? J'ai entendu la question de bout en bout, oui. Merci. Merci pour les remarques. Effectivement, comme je l'ai souligné dans l'introduction, mon texte n'est pas fondé empiriquement. Mon texte est on peut dire, une recension de la littérature socio-anthropologique sur la critique de la coopération au développement. Donc, je m'appuie essentiellement de données théoriques qui sont produites dans cette littérature, et vous faites bien de le souligner dans les deux premières parties de mon propos et qu'on retrouve aussi dans le texte. Il s'agit effectivement d'une reprise de cette littérature critique
de la socio-anthropologie sur la question du développement. Vous m'entendez? Oui, oui. Oh, ok, voilà. Donc, je m'inscris effectivement dans cette perspective uniquement théorique, mais j'ai commencé dans l'introduction par évoquer 2 cas empiriques en disant que je ne les ai pas faits, mais je lis plus encore une fois de la littérature parce que dans les remarques faites sur mon premier projet de communication, voilà, je pense un professeur a suggéré en fait que je puisse quand même donner quelques éléments empiriques. Voilà, pour ne pas rester uniquement théorique. C'est pour ça que j'ai commencé en introduction par évoquer ces 2 cas de terrain, d'autant plus qu'ils donnent à penser la question de la désillusion ou de l'échec de certains projets de développement dans la coopération nord-sud. Donc, moi, je n'ai pas fait ce terrain, mais c'est encore une fois la littérature qui nous permet de fonder notre réflexion théorique à partir de là. Vous faites également une belle remarque sur ma contribution personnelle. J'en ai